Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 28 juillet, une émission spéciale consacrée aux manifestations de Jantar Mantar en Inde qui ont récemment secoué le pays et abouti entre autres à la démission du ministre de l'Éducation la semaine dernière. Tout a commencé le 12 mai dernier lorsque l'examen du NEET, le test national d'entrée en médecine qui régit l'admission aux programmes médicaux de premier cycle organisé le 3 mai, a été annulé suite à une enquête révélant des fuites dans les questions. Le stress et l'anxiété liés à cet examen hautement compétitif auquel ont pris part plus de 2,27 millions de candidats ont mené au suicide d'au moins 14 étudiants désespérés à l'idée de voir leur effort de plusieurs mois partir en fumée et à l'idée de devoir recommencer. Le sort de ces étudiants a ému le pays, suscitant une colère envers les autorités pour le manque d'organisation. Une colère également alimentée par un autre scandale concernant l'introduction du nouveau système de correction appelé CBSE OSM, OSM signifiant On-Screen Marking, une technologie qui consiste à numériser les feuilles de réponse physiques des élèves pour les évaluer numériquement sur un écran. Mais ce nouveau système a donné suite à de nombreuses plaintes d'élèves rapportant des numérisations floues, des pages manquantes ou encore des réponses non notées. Quelques jours plus tard, un étudiant indien qui venait de finir son master en communication à l'université de Boston a créé en ligne le Cockroach Janta Party, le parti du peuple des cafards, un nom qui fait référence à une déclaration attribuée au juge indien Surya Kant, président de la Cour suprême, qui aurait comparé lors d'une audience judiciaire certains jeunes chômeurs indiens à des cafards et des parasites qui se tournent vers les réseaux sociaux, les médias et l'activisme pour attaquer les institutions gouvernementales. Abhijit Dipke, 30 ans, est né dans une famille de la caste des intouchables dans la ville d'Aurangabad, dans l'état du Maharashtra. Lui qui se destinait à l'origine à devenir ingénieur s'est finalement réorienté pour faire une licence en journalisme et communication à Pune, dans l'ouest de l'Inde. Il s'est rapidement intéressé à la politique et a été bénévole de 2020 à 2025 au sein de l'équipe en charge des réseaux sociaux du Aam Aadmi Party, un parti politique fondé par des militants engagés dans la lutte contre la corruption. Abhijit Dipke a été surpris lui-même par l'ampleur qu'a pris le parti des cafards, dont le nom est un retournement du stigmate pour transformer une insulte perçue envers la jeunesse en symbole de mobilisation politique. C'est donc plus un mouvement populaire avec des revendications politiques qu'un véritable parti politique. Son fondateur avait d'ailleurs créé le Parti des cafards avec un compte sur les réseaux sociaux et voyait plutôt ce parti comme une blague, selon ses mots. Les revendications, en revanche, sont-elles sérieuses ? Il s'agit, selon son fondateur, je cite, de porter la voix de millions de jeunes Indiens ignorés par le système politique depuis plusieurs décennies. Il s'agit aussi de dénoncer la disconnexion de la classe politique et du gouvernement avec la jeunesse, les fuites des examens et le système des examens nationaux indiens en général, ou encore la corruption, mais aussi, et c'est là une revendication majeure, le fort taux de chômage des jeunes. Le compte Instagram du Parti du peuple des cafards a ainsi gagné plus de 22 millions d'abonnés en quelques semaines seulement. Le mouvement s'est ensuite concrétisé physiquement le 6 juin, lorsque son fondateur est revenu des États-Unis pour initier, à Pune, une campagne nationale en faveur de réforme du système éducatif indien et pour réclamer la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan. C'était la première manifestation officielle du Parti du peuple des cafards. Ensuite, du 7 au 19 juin, le mouvement a continué avec des sit-ins et des campagnes en ligne. Puis le 20 juin, le mouvement a organisé sa première manifestation au Jantar Mantar, un quartier de la capitale New Delhi. Le mouvement a ensuite gagné en visibilité dans la seconde moitié du mois de juin et a été rejoint le 28 juin par l'ingénieur militant écologiste et éducateur de renom, un certain Sonam Wangchuk, fondateur du mouvement éducatif et culturel des étudiants du Ladakh, qui s'est proclamé cafard honoraire et a entamé une grève de la faim pour réclamer la démission du ministre de l'Éducation et des Réformes.
Mais c'est seulement pendant la première moitié du mois de juillet que les partis d'opposition, sentant sans doute l'opportunité de pouvoir s'attirer la sympathie de la jeunesse, ont commencé à afficher leur soutien au mouvement et à Sonam Wangchuk. Le 18 juillet, Rahul Gandhi, le chef de l'opposition à la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien, critique l'action de la police face aux manifestants. Il a également manifesté devant la résidence du Premier ministre le 21 juillet avant d'être arrêté puis libéré quelques heures plus tard. La plus grande manifestation de l'histoire du mouvement intervient 2 jours plus tard, le 20 juillet, lorsque des dizaines de milliers de personnes manifestent au Jantar Mantar et tentent de parvenir au Parlement, malgré les ordres de la police de se disperser. S'ensuivent des clashs avec la police, qui utilise des matraques et des gaz lacrymogènes pour empêcher les manifestants d'accéder au Parlement, qui inaugurait alors la session d'été. Certains étudiants lancent des pierres sur la police, qui parle de 70 blessés au sein des manifestants, tandis que le parti des cafards parle, lui, de 150 personnes hospitalisées. Ce jour-là, 2 représentants du parti des cafards rencontrent le ministre de la Santé, J.P. Nadda, pour présenter les demandes du mouvement, à savoir la libération de Sonam Wangchuk, qui avait été expulsé du site de la manifestation par la police et admis à l'hôpital le 18 juillet, la démission du ministre de l'Éducation et une compensation de 10 millions de roupies, soit près de 92 000 € pour les familles des étudiants morts suite aux fuites de l'examen NEET. Le 22 juillet, d'autres manifestants ont lieu dans des villes indiennes telles que Mumbai, Chandigarh, Surat, Patna, Bangalore, Hyderabad, Lucknow et Kolkata, et c'est sans doute cette propagation du mouvement qui a fait peur aux autorités. C'est le lendemain, le 23 juillet, donc jeudi dernier, que la situation s'est débloquée. Sonam Wangchuk a mis fin à sa grève de la faim après 26 jours de jeûne et une perte de poids de 11 kilos, après que le gouvernement a assuré qu'il y aurait une discussion parlementaire pour empêcher les futures fuites de sujets d'examen et pour déterminer et poursuivre les responsables de cette fuite. Des ministres ont également assuré qu'il n'y aurait aucune poursuite judiciaire contre les étudiants manifestants au Jantar Mantar et qu'il y aurait des compensations pour les familles des étudiants qui se sont suicidés après la fuite. Et enfin, le ministre de l'Éducation a annoncé sa démission samedi dernier, le 25 juillet, suite à quoi le parti des cafards a mis fin à la mobilisation, estimant que la dernière revendication était désormais satisfaite. Mais une des craintes des manifestants est que le ministre de l'Éducation change, sans qu'il y ait pour autant de réforme profonde du système éducatif et surtout du système des examens, qui est pourtant perçu par la jeunesse indienne comme le principal moyen de mobilité sociale. D'où l'importance pour la paix sociale que le principe d'équité soit respecté dans l'organisation de ces examens. Il y a également la crainte que si les promesses de changement faites par le gouvernement ne s'avèrent être que des promesses en l'air, il soit trop tard pour remobiliser la jeunesse avec une telle ampleur, puisque le mouvement aura perdu son élan. On peut aussi noter qu'il y a une certaine frustration des manifestants face à la communication du gouvernement, qui est resté largement silencieux pendant toute la période de mobilisation avant de finalement prendre la parole en milieu de semaine dernière. Le Premier ministre Narendra Modi s'est ainsi exprimé publiquement sur les manifestations jeudi dernier seulement, promettant des sanctions sévères et rapides contre les responsables des fuites du sujet d'examen avec des procédures judiciaires accélérées. Le ministre de la Défense Rajnath Singh, lui, a accusé l'opposition de se servir des étudiants comme outil politique, mais un article publié le week-end dernier par la BBC cite Rahul Verma, chercheur associé au Center for Policy Research, un groupe de réflexion basé à New Delhi, qui fait justement remarquer que ce genre de mouvements et de revendications sont quelque chose de nouveau pour le BJP, le parti au pouvoir, qui n'est pas habitué à ce genre d'adversaires et de revendications basées sur la gouvernance plutôt que sur une idéologie. Le gouvernement, de son côté, s'est défendu en affirmant que la poursuite des suspects et l'organisation des nouveaux examens et la publication des résultats étaient prioritaires par rapport aux commentaires politiques. L'article cite également Joyodit Pal, professeur à l'université du Michigan, qui compare les réseaux sociaux à une boîte prête à exploser à la prochaine affaire ou au prochain scandale et qui estime que la structure même des réseaux sociaux fait que ce type d'éruption a de fortes chances de se répéter dans le futur. D'autant plus que de nombreux analystes estiment que le mouvement a été alimenté par une anxiété plus large liée au ralentissement économique, au taux de chômage et au manque d'opportunités professionnelles, des problèmes que les revendications, même si elles s'avèrent être véritablement satisfaites au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, ne devraient pas permettre de résoudre. Mais de nouveaux rebondissements sont survenus ces 2 derniers jours. Le gouvernement a d'abord soumis au Parlement la Public Examinations Amendment Bill, un texte qui propose des sanctions plus dures contre les responsables de fuite des sujets d'examen.
Il a aussi annoncé la création d'un comité chargé de superviser la réévaluation du système des examens nationaux. De son côté, la Cour suprême a déclaré aujourd'hui qu'une enquête allait probablement être lancée pour évaluer les déclarations concernant l'usage excessif de la force par la police lors des manifestations, ainsi que la publication d'informations personnelles des manifestants. Par ailleurs, il y a des signes que le mouvement pourrait reprendre. Le Parti des cafards vient en effet de déclarer qu'au moins 100 manifestants avaient été arrêtés ou harcelés par la police à Delhi, dans l'Assam, dans le Bengale occidental et dans le Bihar, des États qui ont en commun d'être contrôlés par le BDP. Des manifestations ont été arrêtées et sont sous le coup de chefs d'accusation graves, et le mouvement affirme que ces poursuites vont à l'encontre de la promesse faite par les ministres du BJP. Le Parti des cafards a ainsi demandé leur libération immédiate et l'abandon de toute poursuite contre les étudiants et autres manifestants, menaçant de reprendre les manifestations. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.